Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. Très heureux d'être avec vous. Émission, vous le savez, en direct du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, la journée No Meeting. On va tout vous expliquer. C'est un moment de respiration pour les collaborateurs. C'est une pratique qu'utilise la société ESI Group. Le DRH de cette entreprise sera avec nous. Il nous expliquera pourquoi ils ont mis en place cette journée No Meeting. Smart et réglo, le fait religieux, c'est un sujet d'actualité en entreprise. Comment et que dit le droit sur ce sujet sensible? Le Rex du mois avec Frédéric Fougera de Foncia. On va parler de l'auto-testing pour lutter contre les discriminations. Il sera avec nous dans quelques instants. Le cercle RH, évidemment, c'est un sujet au cœur de Smart Job. Le recrutement, qu'est-ce qu'un bon recruteur au juste? C'est quelqu'un qui se fie à son intuition ou est-ce quelqu'un qui s'appuie sur la data et l'intelligence artificielle? On essaiera de répondre à cette question. C'est Cornélien dans quelques instants dans notre débat. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, vocation, un nouveau média collaboratif à destination des 20-30 ans, justement créé par deux jeunes étudiantes sorties d'HEC pour parler du monde du travail et du recrutement. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa semaine aussi, puisque c'est le sujet du jour. On parle de cette journée sans rendez-vous. Alors ça vient des États-Unis, vous l'aurez compris, c'est la journée No Meeting Day, je mets des guillemets, et on en parle avec Yannick Charon. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur des ressources humaines ESI Group. Avant de parler de cette journée No Meeting, c'est-à-dire il n'y a plus de réunions, donc j'imagine plus de visio, qui abîme tous les collaborateurs et les cadres, un petit mot sur ESI Group, créé en 1973, qui est un acteur mondial, 1200 salariés dans le monde. Environ 1200 salariés, effectivement. Donc ESI Group est notre métier, c'est le prototypage virtuel. Nous sommes un éditeur de logiciels, on est coté en bourse. Et pour simplifier, nous proposons à nos clients des solutions de virtualisation numérique dans le cadre de la conception et de la fabrication des produits industriels. Pour le dire simplement, je veux fabriquer une belle voiture chez un constructeur, je passe par ESI et je leur dis faites-moi un beau proto 3D en informatique. Exactement. Et on a des exemples où effectivement quand Renault a créé sa Clio 5, oui. Eh bien, au lieu d'avoir à sortir un certain nombre de prototypes réels, eh bien, il n'a eu qu'à sortir qu'un seul prototype concret. Tout le reste a été fait via des prototypes virtuels. Ah oui. Je peux vous laisser imaginer les impacts que ça peut avoir, effectivement, de diminuer le nombre de prototypes. Et il a réussi à obtenir 5 étoiles au crash test au moment de la certification. Oui, parce qu'on se souvient, pour ceux qui ont un peu de mémoire, que les premières voitures, c'est une sorte de pâte qu'il fallait gommer, lisser, frotter, qui étaient des prototypes qu'on faisait évoluer vers la forme initiale. Donc c'était un travail de titan. Exactement. Qui se fait aujourd'hui en informatique. Vous avez choisi, et vous êtes le DRH de cette entreprise Filiale France, 350 collaborateurs, si je ne m'abuse. Environ 320 collaborateurs, effectivement. Et peut-être 350, vous allez embaucher, je ne sais pas. L'avenir le dira. Une journée sans meeting, No Meeting Day. Pourquoi cette idée? Quel était l'esprit? Qu'est-ce que vous recherchiez par ce choix? Alors l'objectif, ça a été de créer un temps de respiration pour les collaborateurs en plein milieu de semaine. On est abreuvé de réunions. On voit des stats et des études. On passe 62 réunions par mois. Les collaborateurs considèrent que la moitié est improductive. Donc on a cherché à trouver une solution et à proposer en effet, au milieu de la semaine, ce temps de respiration pour prendre du recul et qu'on puisse travailler sur nos dossiers de fond, comme on pouvait le faire avant dans le cadre du télétravail. Je pense qu'il faut faire le parallèle avec l'avant et la situation actuelle. Le télétravail, on le pratique depuis un certain nombre d'années, mais c'est un télétravail qui est un télétravail choisi. Aujourd'hui, on est dans une situation de télétravail contraint. Il n'y a pas le choix. Il faut le faire, il faut s'adapter. Quand on pratiquait le télétravail auparavant, on se positionnait chez soi pour aller travailler sur des dossiers de fond régulièrement. Le reste de la semaine, on rencontrait nos collègues, on échangeait, c'était de la réunion et on se posait. Aujourd'hui, tout a changé. Il a fallu trouver une solution.
on le redit, cette journée sans meeting, vous y pensiez avant le Covid ou c'est parce que le Covid et le télétravail a bousculé les habitudes que vous vous êtes dit de toute façon il faut libérer de la place? Comment ça s'est passé? C'est le Covid qui accélère les choses pour vous? C'est le Covid qui a accéléré les choses. On a tiré nos conclusions de la situation actuelle et effectivement il a fallu trouver des solutions créatives, ça en fait partie, mais c'est dans le cadre du Covid. C'est quel jour? C'est un jour fixe chez vous, chez ESI? C'est le mercredi. C'est le mercredi. Le meeting day, ça aurait pu être... C'est le jour des enfants. C'est le jour des enfants, ça aurait pu être le lundi, le vendredi. Ce qui a été choisi, la raison de ce choix, c'est vraiment couper la semaine en deux. Une première partie, une deuxième partie, et au milieu, avoir cette journée sans meeting. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes venu chez nous, sinon vous auriez été devant une visio pour réfléchir avec des collaborateurs à plein de choses. Alors, l'avantage de ce No Meeting Wednesday, c'est que du coup, j'ai l'opportunité de venir chez vous. Ça vous libère du temps. Réunions. Exactement. Sinon, vous auriez eu des réunions dans la vraie vie. Sinon, j'avais des réunions dans la vraie vie. Juste quand même, c'est important parce que l'idée d'un No Meeting, ça peut être le vendredi, ça peut être le mercredi, qu'importe, ça donne du temps. En même temps, c'est du bon sens de laisser les collaborateurs travailler. Pourquoi, vous qui êtes DRH, pourquoi on fait autant de réunions? Pourquoi c'est aussi éprouvant? Et encore plus aujourd'hui en visio? Ça, c'est la bonne question. Les réunions se sont enchaînées, se sont multipliées avec le Covid. J'ai pris mes fonctions chez ESI en plein confinement. En plein confinement. Onboardé onboardé en plein confinement. En distanciel. 4 mai, exactement 2020. D'accord. En effet, vous êtes tout neuf. En distanciel. C'est exactement ça. Je peux vous dire que l'accumulation de réunions, je l'ai vécu dès le début. Alors au début, c'était des échanges formels, informels, parce qu'il faut découvrir la boîte dans le cadre, en effet, de l'onboarding. Et puis il y avait de l'urgence. Il n'y avait pas le choix. Absolument, il y avait de l'urgence, tout à fait. Et puis au fur et à mesure, le cycle est arrivé. Et puis on s'est organisé de façon à compenser les réunions qui se faisaient auparavant sur le site. On a multiplié les échanges, puisque tout ce qui se faisait entre deux portes ne peut plus se faire désormais dans le cadre du Covid. Et donc, il a fallu trouver cet équilibre. Le mot équilibre est important ici. J'imagine qu'en tant que DRH, vous sondez, hein, vous demandez aux collaborateurs, alors, cette journée No Meeting, ça vous fait du bien? Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est très récent. La mise en place... Vous n'avez pas encore de recul? Meeting, pas suffisamment, je pense. Ça a été mis en place il y a une quinzaine de jours. En réalité, l'objectif pour nous, c'est que ce soit déployé sur le mois de juin. Donc ce sera effectif. Et quand la mise en place de ce dispositif a été faite, on est passé par une communication vis-à-vis des managers. On s'appuie sur le management de proximité. Vous leur dites, les gars, pas de réunion le mercredi. C'est le message passé. Dans un premier temps auprès des managers, on récupère les feedbacks. Et ensuite, on communique à l'ensemble des collaborateurs. Et le message, c'est de faire en sorte que, en juin prochain, tout soit déployé. Alors, on n'est pas non plus à imposer les choses sans flexibilité. Si quelqu'un a une réunion et un impératif, évidemment, il va pouvoir la placer le mercredi. C'est un système intelligent. Mais il y a un petit côté drogue dans la réunion. Vous n'avez pas des collaborateurs qui vous disent « mais t'es complètement fou de faire ça, je ne pourrais jamais me passer de ces réunions, elles sont vitales » ou elles vous disent « moi les réunions, j'en ai ras le bol ». Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a les deux retours. Il y a les addicts et ceux qui veulent s'en éloigner. C'est un peu ça, et c'est la raison pour laquelle on veut mettre en place un dispositif qui soit flexible. En fait, chacun va pouvoir mettre à la carte, grosso modo, son dispositif. Si une réunion est urgente, personne ne va aller contrôler, fliquer ou annuler cette réunion. Il y a de la flexibilité. Vous êtes un jeune DRH au sens de l'arrivée, de l'ancienneté chez ESI Group. Vous êtes arrivé il y a un tout petit peu moins d'un an maintenant, presque un an au mois de mai. La question du télétravail, parce que je trouve que cette journée sans meeting, elle est aussi intimement liée à l'idée que vous puissiez donner plus d'autonomie aux collaborateurs. Comment ça se passe chez vous ? Alors le télétravail est quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Je crois qu'on a mis 2 jours l'année dernière pour basculer l'ensemble des collaborateurs en télétravail dans le cadre de la gestion de la crise. Tout le monde chez soi. Tout le monde, effectivement. On est passé sur Teams. Chacun avait, ou la plupart en tout cas, des ordinateurs portables. Donc la capacité à pouvoir communiquer se fait sans aucune difficulté. Alors derrière, il y a un avant, un pendant et un après. L'avant, le télétravail était pratiqué sans qu'il y ait d'encadrement spécifique. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est une situation contrainte. Donc le télétravail s'est mis en place. Et pour faire le lien avec la suite, on est en train de construire le monde de demain et de réfléchir en effet aux conditions du télétravail dans le cadre de la sortie du Covid à l'échelle du groupe, puisqu'on est une entreprise multiculturelle. Donc ça veut dire que l'après, vous êtes déjà en train de l'anticiper en tant que DRH, et vous êtes en train de vous dire comment on invente la sortie, on nous l'annonce en septembre, c'est pas sûr, mais vous êtes déjà en train de faire des prospectives, vous allez développer, maintenir ces no meetings et le télétravail. C'est exact. C'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Il y a un processus d'idéation, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir au monde d'après. Le télétravail va se maintenir en prenant en considération les retours des collaborateurs que nous pouvons avoir, puisqu'on interroge les collaborateurs et nos managers, et on va
va essayer de mettre en place le dispositif qui convient le mieux aux entreprises. Et je pense qu'il y a 2 mots-clés là-dedans, c'est flexibilité et c'est équilibre. C'est ce qui est en train d'être mis en place. Il y a hybridation aussi, l'idée qu'on puisse quand même revenir chez ESI Group sur le site pour pouvoir avoir malgré tout des réunions ou du collaboratif. Alors ce qui est déjà possible. Oui, parce que je vous fais sourire, oui, je vous piège parce qu'on va revenir sur site pour faire des réunions. Quoi qu'il arrive, on reviendra sur le site pour faire des réunions, pour rencontrer ses collègues. Et c'est important dans le processus de création collaboratif. Bien sûr. On ne peut pas s'en faire l'économie de toute façon. Dans vos métiers, qui sont des métiers du numérique, c'est un travail de groupe, j'imagine, quand on travaille sur un prototype, c'est une chaîne de travail. C'est les deux, ça va être un travail collaboratif, ça va être du temps passé en effet pour la réflexion et pour la créativité. L'idée c'est de favoriser la prise de risque, l'initiative, la créativité. Et ce qu'on peut perdre un peu dans le cadre des réunions qui sont organisées tous les jours. Je vais vous prendre un exemple sur le télétravail. Auparavant, le télétravail c'était simple. Quand je m'isolais pour faire du télétravail, c'était pour travailler sur un dossier de fond. Et le reste du temps, je rencontrais mes collègues, je faisais des réunions, sur les dossiers. Mais j'étais... Je veux être au calme, je veux bosser. Exactement. Je vais vous donner une stat. 25 minutes et 26 secondes, c'est le temps qu'il faut quand on est sorti de son dossier, quand il faut re-rentrer dedans. Donc vous travaillez sur un dossier de fond, vous rentrez en réunion où vous êtes interrompu, il faut se reconcentrer, on perd le fil. Aussi efficace, et il faut 25 minutes et 26 secondes. Et donc il y a une énorme perdition évidemment pour se remettre dans le dossier. Absolument. Merci Yannick Charon, directeur des ressources humaines ESI Group, jeune directeur des ressources humaines. Vous fêterez vos 1 an en mai prochain avec plein d'initiatives qui se mettent en place. Vous viendrez nous reparler des premiers résultats, peut-être à 6 mois ou à 1 an de cette journée de nos meetings pour voir si vos salariés se sont dit « Ah, il est vraiment bien notre DRH, il nous a retiré une journée de meeting ». Merci d'être venu sur notre plateau. On parle d'un sujet qui concerne tous les DRH. C'est la question du fait religieux en entreprise, son identité religieuse et le fait de pratiquer sa religion sur le site de l'entreprise. Sujet qui a défrayé, vous le savez, la chronique. On en parle avec un avocat. On va faire un focus juridique. C'est Smart et Réglo. Smart et Réglo, c'est un sujet de droit, éminemment de droit, c'est un sujet de société aussi. On parle du fait religieux en entreprise. On en a beaucoup parlé à l'occasion d'un certain nombre de rapports, notamment d'un rapport parlementaire mené par 2 députés qui se sont intéressés à la manière dont certains pouvaient pratiquer leur religion sur leur site de travail, qu'elle soit entreprise publique ou privée. On en parle avec François Allambray. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit social, droit du travail, cabinet Adolphe, Godard, n'oublions pas Godard. Merci d'être là. D'abord, une question un peu générique. Qu'est-ce qu'on appelle le fait religieux en entreprise ? On peut le définir comme une rencontre entre une liberté fondamentale, c'est la liberté religieuse du salarié, y compris d'exprimer sa religion, et puis de l'autre côté, une autre liberté fondamentale qui est celle de l'employeur, qui peut organiser son entreprise comme il le souhaite. Et il y a une rencontre, alors soit c'est une confrontation, soit c'est une coexistence. C'est un peu le point d'équilibre à trouver. Des questions, on va revenir évidemment sur la différence entre le public et le privé. Il y a une différence, et on va l'examiner avec vous, mais les signes ostentatoires, c'était un sujet qui a été porté évidemment au grand public, les fameux signes ostentatoires. Le port, le voile, la croix, la kippa. Comment ça se passe en entreprise, ça, sur ces éléments-là ? Alors, c'est effectivement la majorité des questions qui se posent. Quand on est une entreprise privée, le principe, c'est la liberté religieuse. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas considérer que dans son entreprise, tout le monde aura une obligation de neutralité religieuse. Donc, le principe, c'est la liberté. Et ensuite, il y a des restrictions ou des contraintes, mais qui doivent être justifiées par la nature des tâches à effectuer. Alors, au sein des entreprises de droit privé, est-ce qu'il existe des différences entre des entreprises entre elles ? Puisque on va parler du public, elles ont des codes. Comment ça se passe ? Il faut qu'elles écrivent un code, il y a un règlement intérieur, et c'est celui-là qui va régir ces questions de faits religieux ? Alors, le règlement intérieur, j'allais dire, il peut préciser que l'entreprise est apolitique, areligieuse vis-à-vis de ses clients, etc. Mais ce n'est pas, j'allais dire, le point essentiel. On a une diversité d'activités, on a une diversité de nature des entreprises. Il y en a qui reçoivent du public. Exact. Il y en a qui vont placer leurs salariés chez les clients. Il y en a qui ne reçoivent pas de public. Il y en a qui sont des entreprises qu'on appelle de conviction, donc des entreprises religieuses. Et puis il y en a qui ont des réglementations très strictes en termes d'hygiène et de sécurité. Vous imaginez que le port religieux n'est pas du tout le même
entre ces différentes natures d'activités. Pour le dire un peu abruptement, le débat s'est posé autour de la pratique de l'islam en particulier, qui était lié ou pas d'ailleurs à un islam radical, rigoriste, qui était parfois associé à tout ce que nous avons vécu depuis quelques années. Comment ça se passe cette question-là, puisqu'on a vu un cas qui avait été très médiatisé, je crois, chez un marchand de chaussures, où la salariée était venue, elle avait été discriminée parce qu'elle portait un voile, elle avait fait toute une histoire, et en fait ça ne s'était pas passé comme ça. Comment ça se passe? Comment l'entreprise peut se prémunir d'un risque qu'un salarié exige qu'il puisse faire ses prières, par exemple? Alors, on peut le faire, ça, concrètement? Se prémunir, c'est difficile. On peut avoir un règlement intérieur dans lequel on prévoit une clause de neutralité, par exemple. On peut le prévoir dans des entretiens d'embauche, dans le contrat de travail, mais on ne peut pas anticiper complètement. C'est-à-dire que ensuite, ça sera à l'employeur de gérer cette situation-là. C'est-à-dire, est-ce que la nature des fonctions que je confie à mon salarié me permet de limiter son expression religieuse, notamment par son habillement. Et de moins en moins, on peut l'interdire et de plus en plus, on le protège, cette expression. Donc ça veut dire, pour être extrêmement concret, au-delà de la tenue vestimentaire, qui peut être attribuée au salafisme, puisque c'est un élément ostentatoire du salafisme, un salarié qui est pris en train de prier dans son local où il se change, par exemple, que peut faire l'employeur? Alors, toute la question est de savoir si ça porte atteinte à la bonne organisation de l'entreprise. Est-ce qu'on est sur un temps de repos? Est-ce qu'on est sur un temps de travail? Le temps de travail n'est pas lié, n'est pas consacré. On ne peut pas, donc là c'est réglé. Religieuse. Et puis après, la question que nous on voit dans les entreprises concrètement, c'est est-ce qu'il y a un local exact pour ça? S'il y a un local pour une pratique religieuse, il faut que ce soit pour toutes les pratiques religieuses. Donc il y a de ce point de vue-là. C'est pour ça que c'est. Donc il faudrait un local pour chacune des religions. Il y a un principe d'égalité, puisque en fait il n'y a pas de religion qui soit placée. L'une au-dessus de l'autre. Oui, la laïcité garantit à chacune des religions sa liberté de culte. Ça veut dire qu'on a des exemples concrets. Enfin, là, vous nous dévoilez des choses incroyables. Il y a des entreprises qui se disent, bon, alors, en plus de la salle de cantine et de restauration qui est obligatoire, en plus des normes, je vais aussi installer des salles de... Alors, c'est quand même assez rare, parce que l'expression arrive comme cela, mais après, c'est des solutions que l'on trouve, j'allais dire, assez concrètes, au cas par cas, sur certains sites. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des tensions entre les salariés, entre ceux qui, j'allais dire, voient d'un mauvais œil ces pratiques religieuses et ceux qui s'y consacrent. Hein. Les enjeux, c'est quoi? Parce que ce n'est pas des moindres. Au-delà des débats médiatiques, il y a des enjeux importants là, pour l'entreprise. Et vous nous dites quand même, à bas mot, qu'elle est un peu démunie quand même, l'entreprise, face à ça. Elle est démunie si elle est mal informée. Alors, il y a deux choses. Le premier, c'est que c'est un point de crispation qui est fort. Vous en êtes le témoin. Donc c'est facilement quelque chose qui peut aller au conflit. Bon. Et la deuxième chose, c'est que comme c'est une liberté fondamentale, elle est extrêmement bien protégée. Et c'est normal. Ce qui veut dire que si vous licenciez un salarié, la conséquence, si ce licenciement n'est pas autorisé, c'est la réintégration. On le licencie pour fait religieux en disant il n'avait pas le droit de prier dans ce local technique. Il peut me réclamer, l'avocat peut réclamer. On vous donne tort, c'est la réintégration du salarié dans l'effectif. Donc vous imaginez la situation à gérer par l'employeur. Donc il faut quand même... Dans le public, maître, parce que c'est important, on a évoqué beaucoup le privé, avec ces possibilités de créer des salles pour l'égalité. Dans le public, ça se passe comment? Parce que l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, entreprise de transport, je ne la citerai pas, le rapport parlementaire évoquait quand même des situations de prière et de politique ostentatoire de certaines personnes. Alors, les deux choses sont totalement différentes. Dans le public, vous exercez une mission de service public. Donc, vous représentez l'État avec son obligation de neutralité religieuse, politique. Et à ce moment-là, tout signe extérieur de conviction religieuse est proscrit, que vous soyez en contact du public ou pas. Donc, je suis employé de la Caisse primaire d'assurance maladie, j'exerce une mission de service public, je ne peux pas avoir de signes, soit politiques, soit religieux, c'est totalement interdit. Donc, notamment le voile, par exemple. Complètement. Dans l'entreprise privée, comment elle gère cette question? Là, il y a dans le règlement, par exemple, on peut indiquer que lorsqu'on a contact avec le public, on doit respecter une certaine neutralité vestimentaire. Alors, vous pouvez le prévoir, mais ce n'est pas pour ça que le salarié peut s'y astreindre. C'est-à-dire que si on considère que les fonctions de la salariée peuvent s'exercer même avec le port d'un signe religieux, eh bien, on ne peut pas lui interdire. Donc c'est un sujet éminemment complexe pour l'employeur. Et délicat.
Merci François Lambret de nous avoir éclairé sur ces sujets qui vont un peu au-delà de ce qu'on peut lire dans les médias ou dans les médias mainstream. Vous êtes avocat en droit social, en droit du travail au cabinet Adelschloss Godard. Merci de nous avoir rendu visite. Vous revenez quand vous le souhaitez, évidemment. C'est la rubrique consacrée à l'éclairage juridique smart et réglo. C'est le Rex du mois. Oui, chaque mois, Frédéric Fougera vient nous éclairer à travers son retour d'expérience. C'est le Rex du mois et c'est tout de suite. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien. Directeur de la communication et de la RSE au groupe Foncia. Puis je voudrais quand même signaler, puisqu'on en parle et c'est l'actualité, le Dico de la com. Oui, chez Steadirama, c'est votre dernier livre. Si vous êtes un peu l'Hérodote de la com, c'est tous les mots de vocabulaire qu'on utilise dans la com. Voilà, un dictionnaire qui documente en fait la culture com, des anciens mots de l'imprimerie jusqu'au néologisme de l'ère numérique. C'est ça, c'est de Gutenberg jusqu'au numérique. C'est 25 ans, évidemment, ce livre, ça retrace aussi 25 ans de vie dans la communication. Aujourd'hui, on parle, Frédéric, dans le Rex du mois, de l'autotesting pour lutter contre les discriminations. Vous y tenez beaucoup. On ne peut pas parler de cette question sans apporter une notion de crédibilité et de preuve. Parce qu'on en parle beaucoup, mais vous dites, on peut en parler, mais il faut apporter la preuve. C'est ça qui est important. Toujours en communication, notamment quand on parle d'image employeur, on peut faire des effets d'annonce, mais ce qui compte, c'est quand même l'annonce des faits. Donc si on n'a pas un discours de preuve, si on ne peut pas matérialiser, concrétiser le travail qui est fait, ou les prétentions ou les ambitions de l'entreprise, alors souvent ça fait flop. Puis aujourd'hui, on est quand même dans un niveau de transparence jamais égalé, notamment avec l'immédiateté de la circulation de l'information, les réseaux sociaux. Donc si vous essayez de raconter des blagues, à coup sûr, on va vous reprendre et vous allez vous faire choper. Donc il vaut mieux avoir des preuves et communiquer sur des preuves et sur des informations, des faits réels. Pas du blabla, mais des résultats, comme disait le fameux slogan. Un groupe comme Foncia est engagé contre les discriminations. Ça se concrétise comment ? Pour être très, très concret, puisque c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Alors d'abord, ça se concrétise par une volonté politique. C'est-à-dire que c'est un sujet qui doit être traité au sommet de l'entreprise. Bien sûr, il peut y avoir des initiatives locales qui peuvent être très intéressantes, qui peuvent être très positives. Ça ne fait pas une politique d'entreprise. Donc il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique au plus haut sommet de l'entreprise. Il faut qu'il y ait une ligne claire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent, quand ils arrivent dans cette entreprise, ici, la discrimination, c'est non. C'est ses valeurs. Voilà. Et ça, en principe, le mieux, c'est que ça figure quelque part, que cet engagement, il soit pris, soit écrit, soit visible. Dans quoi ? Dans le règlement intérieur En fait, souvent, pour la plupart des entreprises maintenant qui ont des stratégies ou des engagements RSE, c'est le bon endroit. Pour les entreprises qui sont cotées, notamment, elles ont une obligation d'affichage de ces engagements RSE. Donc au moins, on affiche ses ambitions, on affiche ses engagements, et ils sont clairs et nets, ils sont connus de tous. Alors après, il faut les développer, il faut les promouvoir, il faut former les collaborateurs, il y a beaucoup de choses à faire. Et toute la chaîne jusqu'au RH. Mais déjà, il faut une volonté et il faut afficher ses engagements. Frédéric, est-ce qu'il y a une règle pour que ça fonctionne ? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ces questions de discrimination, c'est un sujet important dont certaines personnes en sont les victimes. Comment on fait pour que ça fonctionne vraiment ? En fait, la règle, c'est ce que je viens de préciser. C'est la première règle, c'est vraiment la volonté politique. Ensuite, l'engagement. Ensuite, c'est le contrôle. C'est-à-dire que si vous ne mesurez pas ce que vous faites, alors vous restez quelque part dans l'incantation ou dans l'intention, mais pas dans les faits. Donc, il faut contrôler. Et l'autotesting est un des modes de contrôle. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. En entrée de jeu. Voilà, l'autotesting, c'est très concrètement, on met le thermomètre à des endroits et on voit si effectivement c'est respecté. C'est de ça dont il est question. Alors, on va dire qu'il y a deux façons de tester. On va deux façons de contrôler. Par exemple, chez Foncia, l'an dernier, nous avons fait une formation de 100% des collaborateurs sur le recrutement et sur la lutte contre les discriminations dans le recrutement. Donc, c'était en e-learning du fait de la situation sanitaire. À l'issue de cette formation en ligne, il y avait un test. Soit donc un test de contrôle des connaissances, on reste dans la théorie. Soit de mémoire, s'il fallait avoir une note de plus de 8 sur 10, si vous n'aviez pas cette note-là, alors vous deviez refaire la formation, puis refaire le test. Excusez-moi, le contenu c'était quoi ? Le contenu portait beaucoup sur les préjugés et la compréhension des préjugés, parce qu'on a tous des préjugés. C'est plutôt normal d'avoir des préjugés. Ce qui n'est pas normal, c'est de se laisser guider ou de se laisser envahir par ces préjugés. Quand vous avez en face de vous une personne plus âgée, vous avez tendance à parler plus fort
Mais ça, c'est un préjugé, vous voyez, par exemple. Donc ça, c'est le contrôle des connaissances. Ensuite, il y a le contrôle et la mesure des pratiques. Et c'est là où l'autotesting a une forte valeur. Bien sûr. Et ça, il ne faut pas le faire vous-même. Il ne faut pas se déguiser pour aller dans votre entreprise. Ça, c'est Louis de Funès dans le grand restaurant. Ou la célèbre émission qu'on voit parfois sur les grandes chaînes où il faut prendre des cabinets. Ça fonctionne à la télé ou au cinéma, ça ne fonctionne pas dans l'entreprise. Donc, on fait venir un cabinet extérieur qui va vraiment contrôler d'une manière neutre. Plutôt un cabinet extérieur, effectivement, un cabinet, donc ce que j'appelle un cabinet indépendant. Chez Foncier, on travaille avec un cabinet qui s'appelle Entre Autres, c'est une petite structure, ça fait partie des entreprises qui sont recommandées par SOS Racisme, ça nous paraît être, et donc, ça nous paraît être fiable. Ils vont sur le terrain. Et c'est eux qui mettent un protocole en place, un protocole qui respecte d'ailleurs les règles du Bureau international du travail, c'est important parce que ça permet aussi de comparer un autotesting par rapport à un autre. Si chacun utilise des règles ou des protocoles différents, du coup, vous ne saurez pas vraiment à qui vous fiez. Donc, et puis pour se comparer aussi dans le temps, parce qu'il faut le faire une année, mais il faut le répéter et il faut le faire régulièrement. Donc ce cabinet vient tester, vous avez des remontées d'informations et on voit très concrètement sur le terrain des cas concrets et des améliorations. Vous en êtes où là sur cet autotesting et sur cette capacité à voir sur la durée ? Là, nous venons d'en finir un qui a duré 6 mois sur à peu près toutes les fonctions de gestion et de relations clients qu'on peut avoir dans notre réseau d'agences. Alors c'est déjà sur une... C'est gigantesque. Oui, c'est gigantesque sur le nombre de postes. Et il y a eu 600 CV qui ont été adressés dans toute la France, 300 qui correspondaient à un profil, on va dire, européen classique, et puis 300 à un profil plus exotique à risque de discrimination. Et puis les deux CV ont été envoyés pas toujours au même moment, pas toujours de la même façon, pas toujours aux mêmes personnes. Et après, le cabinet analyse le traitement, le niveau de réponse. Est-ce qu'on a traité que un des CV ? Est-ce qu'on a traité que le CV A ou que le CV B, est-ce qu'on a traité les deux, est-ce qu'on a apporté le même type de réponse, et puis c'est l'analyse globale de tout ça, toujours selon les règles et le protocole du Bureau international du travail, qui permet de dire là vous êtes discriminant, là vous n'êtes pas discriminant. Ça remonte au président et à vous. Exactement. Et ça redescend sur les RH. Ça remonte à la DRH, c'est un sujet qui est piloté par la DRH. Oui. Elle doit l'attendre quand même ce document, c'est un moment... Elle l'attend, oui, elle l'attend pas avec crainte, elle l'attend avec intérêt. Oui, bien sûr. Ça permet quand même de mesurer toute la mise en place de toutes les formations qui ont été faites par ces services et pour en voir le résultat. Heureusement, chez nous, le résultat était positif. Ça fait plusieurs fois que nous faisons des auto-testings. Et à chaque fois... Mais attention, il faut être très humble sur ces sujets. C'est important pour l'image employeur. C'est pas pour autant que ça doit être un sujet de communication. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on fait. Il ne faut pas le prendre comme un sujet de com. Il faut être très humble. Le résultat d'un auto-testing aujourd'hui, c'est peut-être pas le même que celui de la semaine prochaine. Et puis parfois, un cas, un comportement malheureux ou maladroit peut donner le sentiment de casser tous les efforts de 10 000 collaborateurs sur toute une année. Remettre sur le métier, notamment sur ces sujets-là, humilité, votre dernière tribune Focus RH, lutter contre les discriminations, un engagement au quotidien, je le signale. Et puis je rappelle, pour ceux qui s'intéressent à tous ces sujets, vous pouvez être étudiant mais aussi communicant, le DICO de la com, Steadirama, c'est un livre de référence parce que ça évidemment compile depuis Gutenberg jusqu'à nos jours. Tout le jargon, on peut le dire comme ça, tous ces mots un peu clés qu'on utilise dans le métier, c'est toujours utile d'avoir les codes pour intégrer un métier, évidemment. Merci Frédéric, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On se retrouve dans un mois, si tout va bien. Portez-vous bien d'ici là. On fait une courte pause et on va s'intéresser aux recruteurs. Oui, c'est quoi recruteur ? C'est un métier vraiment recruteur ? Il n'y a pas de formation de recruteur. Comment on devient recruteur ? C'est l'intuition ou c'est la data aujourd'hui qui prime ? On va en parler avec mes invités, tous évidemment des recruteurs. Venez nous rejoindre, c'est dans quelques instants. Le débat, le cercle RH, vous connaissez notre rendez-vous quotidien évidemment, avec des invités, 3 aujourd'hui. On va s'intéresser au recrutement. Oui, vous allez me dire, c'est normal puisqu'on est sur une émission en charge de l'emploi. Tout à fait logique. Sauf que on a essayé de savoir ce qu'était un recruteur. On a essayé de rentrer dans le cerveau du recruteur. C'est quoi un recruteur exactement ? C'est quelqu'un qui a une grande expérience, qui a fait une formation, c'est quelqu'un qui s'appuie sur son intuition, ou c'est quelqu'un, et on va le voir, qui s'appuie de plus en plus sur la data, sur l'intelligence artificielle, sur de la donnée. Ça, c'est un sujet évidemment important, où parfois les deux, d'ailleurs, il marie son intuition avec de la donnée pour être plus près de la réalité. Alban Brietto, merci d'avoir répondu à notre invitation. Directrice de la Défense. Alors attention, c'est pas le ministère de la Défense, il y avait un malentendu dans votre titre. Effectivement. C'est bien, c'est bien les lieux, le quartier de la Défense. Les bureaux, oui. Voilà, on ne va pas parler armée. Et puis de Saint-Denis, chez Robert Half. Merci d'être là. À vos côtés, Arnaud Montel. Bonjour Arnaud. Vous êtes directeur associé chez Robert Walters, qui est déjà venu sur notre plateau. Restons
responsable des divisions Real Estate, donc l'immobilier. Entre autres, oui. Et puis Immobilier, achat, achat, services financiers et commercial marketing. commercial, marketing. Donc c'est un spectre très très large. Et puis Aurélien Bouteaudou, formateur à l'école du recrutement. Alors je vous ai vu plisser les yeux parce que dans l'introduction, je disais mais recruteur, c'est pas un métier. Et c'est vrai qu'en en parlant avec des DRH sur ce plateau, dans notre émission, certains me disent mais moi j'ai appris un peu en marchant. J'avais pas fait de formation de recruteur et je me suis retrouvé, en tant que DRH, à devoir faire du recrutement. C'est un métier ou pas, puisque vous êtes un formateur à l'école du recrutement? Vous allez me dire oui, forcément. Évidemment, alors nous, notre conviction, c'est que évidemment que le métier de recruteur existe et qu'il mérite son école. C'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'on existe aujourd'hui. On est parti d'un constat qui était que le métier était peu valorisé dans les formations qui sont censées l'enseigner traditionnellement, qui sont les formations en ressources humaines. Oui, c'est une division des formations de ressources humaines. C'est ça. On est On va d'accord. trouver dans des masters RH des formations, des cours de recrutement, mais qui vont atteindre parfois au maximum une trentaine d'heures sur des parcours qui, sur plus de 2 ans, vont rassembler plus de 800 000 heures de cours. Hormis votre école, on voit bien que les formations proposées ne s'inscrivaient pas dans des formations complètes de recrutement. C'était un petit élément. C'est un morceau sur un ensemble. Et donc, la raison pour laquelle on a voulu se créer, exister, c'était donner à ce métier qu'il mérite une vraie formation et surtout une formation de longue durée. Aujourd'hui, on enseigne 420 heures à nos alternants. C'est des alternants, c'est sur le important. recrutement. Ouais. Juste d'un mot, et je donne la parole à mes invités, ils vont avoir le temps de réfléchir à ma question, savoir comment on arrive au recrutement et comment on arrive à vos postes. Alternants, mais vous avez aussi des personnes qui renversent la table de leur vie et qui disent tiens, je vais me mettre dans le recrutement. Oui, C'est important de... On forme alors en formation initiale, donc avec des jeunes et des moins jeunes. D'ailleurs, on a aussi des reconversions qui viennent nous rejoindre sur ces programmes longs. On a également un programme de formation pour les professionnels du recrutement, avec un programme de formation en ligne d'une 30aine d'heures, puisque, comme vous l'avez dit, on a tendance à arriver dans le recrutement sans avoir été formé, et cette formation continue, elle doit aussi avoir une place dans le métier de recruteur. Alban Prieto, Arnaud Montel, vous y êtes arrivé comment, Alban? Je vous en prie, Alban. Merci. Comment on arrive à ce métier? Puisqu'on entend bien qu'il n'y a pas de, je vais blaguer un peu, mais il n'y a pas de CAP, de BEP et de Bac Pro recruteur. Enfin, je veux dire, ni de BTS. Donc comment on y arrive? Comment on devient recruteur? Je pense qu'il y a un fil conducteur en ce qui nous concerne et ce qui me concerne en particulier. Effectivement, on est plutôt généralement sur des Bac plus 4, Bac plus 5, des écoles de commerce, avec un socle qui par contre peut être totalement différent. Donc nous, on n'a pas de vérité absolue. On peut avoir des anciens opérationnels des métiers pour lesquels ils recrutent. Par exemple, en comptabilité finance, un ancien contrôleur de gestion, un ancien auditeur. Ce qui est assez logique. Il connaît le domaine et il connaît les compétences. Totalement. On est d'accord. Mais pour autant, voilà, c'est pas l'unique carcan entre guillemets dans lequel on va avoir des gens. Et ensuite, c'est vraiment sur le savoir-être et notamment des compétences clés. Mais vous, à titre personnel, et je vais poser la même question à Arnaud, mais qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Parce que certains sont très heureux dans l'entreprise, dans le corporate, dans le marketing. Vous faites du recrutement. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier, Arnaud? Moi, recruter, c'est un métier, c'est une certitude, mais je crois que recruter, c'est une passion, en fait. Être recruteur, c'est une vraie passion. Et autour de 2 choses. La première, c'est que c'est un métier où on s'intéresse à l'autre. Oui. Si on n'a pas envie de s'intéresser à l'autre, il ne faut pas faire ce métier-là. C'est le premier point. Et le deuxième point, on arrive à un moment, en tant que recruteur, dans un moment important dans une vie, à la fois professionnelle, puisqu'on envisage un changement professionnel, mais aussi dans une vie personnelle. Parce que le changement professionnel, il a potentiellement une vraie incidence sur le changement de vie personnelle. Donc c'est un métier fabuleux. Et c'est un métier de passion et qui avant tout est de passion. Et donc quand on pose la question des parcours, moi je crois que c'est surtout un recruteur, c'est un individu, et donc il y a autant de parcours que d'individus, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et il y a quelques minutes, on avait un DRH et en off, il me disait, moi je suis arrivé dans le recrutement totalement par hasard. Je me suis retrouvé DRH et j'ai dû, sans formation, il n'était pas passé par l'école du recrutement, avoir... vous dites, c'est passionnant, j'aime bien le mot passion. Vous êtes quand même un peu entre 2 cymbales et on verra ce que vous proposez comme formation, quels sont les profs qui viennent. En fait, entre 2 cymbales, vous êtes avec un candidat qui a faim, qui a très envie, puis vous êtes face à un client qui a des exigences souvent qui est de l'ordre du mouton à 5 pattes. Donc il faut faire preuve de quoi? De psychologie, Alban? Alors d'intuition, d'intuition, d'empathie. Il faut être en capacité de bien écouter, de diagnostiquer, d'intégrer déjà ce que le client va vouloir. Et ça commence par le client. Le point primaire, c'est qu'on est un ambassadeur, et du client et du candidat. Absolument. Et donc on doit avoir une logique factuelle et une logique de savoir-être, comme le disait Alban. C'est compliqué, c'est un peu comme les agents de joueurs de football, parce que des fois ils sont du côté du club et puis c'est en même temps
du côté du joueur. Ouais. On ne sait plus trop pour qui il travaille. Agent matrimoniaux aussi. C'est ça, Jean Matrimonio. mais Relation tripartite. En Tripartite. fait, hein, plus que l'un contre l'autre. Exactement. Vraiment, je pense qu'on est en symbiose. Aurélien, dans les formations que vous proposez, je parle des formations d'alternance longue, pas les 30 heures, je découvre au gré des émissions que l'on fait que la data, que l'intelligence artificielle, on a même des entreprises qui viennent nous dire, mais attendez, plus besoin d'humains, on met ça dans une machine, on met plein de critères, plein d'items, et je peux vous assurer que la machine ne se trompe pas. C'est ce qu'on nous dit sur ce plateau, et évidemment, ceux qui vendent ce logiciel en sont persuadés. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Vous êtes plus mitigé ? On a besoin de data, mais on a besoin d'humains ? Ils recrutent eux-mêmes ou pas, ces gens-là ? C'est ça agace tout de suite. Question. J'étais sûr que ça allait vous énerver. Non, pas du tout, mais c'est une vraie question. Je pense que je suis relativement sceptique encore sur ces éléments-là. On vous les propose, vous les connaissez. On les connaît. Et aujourd'hui, le point de vue qu'on va avoir sur ce type de solution-là aujourd'hui, c'est que un outil, la seule chose qu'il fera, ce sera amplifier une pratique déjà existante. Un outil, c'est un multiplicateur. Donc, se dire qu'on va remplacer la prise de décision par un outil reste que pour que l'outil puisse prendre une décision, il faut fixer des critères. Bien sûr, et c'est l'homme. Et ces critères, ils sont fixés par des... On est d'accord. Et donc, apprendre à fixer les bons critères de recrutement, savoir faire l'analyse d'un poste, en déduire les compétences qu'on va rechercher. Ensuite, se fixer sur les compétences qu'on a définies, quelles sont les méthodes d'évaluation qu'on va utiliser pour évaluer ces compétences. Ça, c'est un vrai savoir-faire. C'est une vraie expertise et on ne peut pas la remplacer aujourd'hui par un outil sous prétexte que l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas vrai. Elle peut accompagner. On a des exemples de grands échecs avec ces systèmes. Amazon, par exemple, qui est cité en exemple, qui avait éliminé les femmes, je crois, dans ses recrutements. Ils sont bien sûrs, il n'y a plus de femmes recrutées. Mais chez vous, dans les grosses structures, la data, elle est là. Enfin, on a quand même besoin de data. On avait un patron qui était le patron du CNPF, ça date pas d'hier, mais qui était venu sur notre plateau et qui disait, moi, dans le recrutement, je ne faisais pas les recrutements des 10 000 salariés de mon groupe, mais les plus importants, ils venaient dans mon bureau et ils nous disaient, on vous a pas remis l'extrait, mais il nous disait, moi, c'était à l'œil. Oui. Si l'œil brillait, si la passion était là. Je voyais que vous souriez. On a évolué quand même, Alban. Excusez-moi, Arnaud. Oui, alors, Arnaud, Alban. Alban. Arnaud, alors. Ouais, bon, Arnaud. Désolé. Mais ça commence par un A. Moi, je suis perdu. Donc, c'est vous, Arnaud. Ouais, c'est moi, je crois. Non, moi, je prends un exemple tout bête. Depuis un an, on a passé notre temps à faire beaucoup plus d'entretiens en visio qu'en entretien physique. Ouais. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'à un moment donné, 95% des recrutements qu'on mène, ils se finissent toujours par un entretien physique. Et il y a besoin, à un moment donné, de créer le contact en situation d'entretien physique. Et autant les 6 premiers mois, il n'y avait pas trop de problèmes à créer une dynamique dans cette relation de visio, autant aujourd'hui, on revient petit à petit et la plupart de nos clients nous disent, nous, on a besoin quand même de rencontrer les candidats. Donc, c'est un point qui est essentiel. Donc, derrière, si, ne serait-ce que sur le sujet visio, il y a une vraie besoin d'humanisation. Sur le sujet intelligence artificielle, on est dans la même logique. Nous, en 2018, alors ça remonte un peu, mais on avait fait une étude qui montrait que 62% des candidats qu'on avait interrogés avaient peur que l'intelligence artificielle déshumanise la relation de recrutement. C'est l'inquiétude, oui. Je pense que cette interrogation, elle reste aujourd'hui. Elle est toujours là et je pense qu'elle progresse, si je peux me permettre. Alban, c'est à vous de répondre. Oui, l'IA, en fait, moi, je trouve que c'est un... Vous l'utilisez ou pas pour le... Écoutez, alors non, à proprement parler, non. Pour autant, si on est honnête, on a aussi des outils aujourd'hui comme LinkedIn, etc., qui utilisent l'IA. Évidemment. Donc, de facto... Sur lequel vous êtes connecté, forcément. Ouais, exactement. Donc après, moi, je le vois plutôt sur une échelle de temps, finalement. L'IA, nous, elle est en amont de notre métier. Donc elle ne vient pas remplacer notre métier du tout, mais par contre on s'en sert, ça peut être effectivement un gain de temps ou des particularités qui nous permettent de faire des meilleurs matchings de prime abord. Par contre très clairement, la majorité de nos clients aujourd'hui qui font appel à nous et qui ont essayé de recruter par eux-mêmes, ont besoin de nous, mais sur la partie conseil, sur la partie effectivement humanisation. Non, il faut préciser quand même, pour que les choses soient claires pour ceux qui nous regardent, des recruteurs ou des décideurs, souvent vous prenez votre destin en main, vous dites j'ai pas besoin d'un cabinet, je vais me débrouiller tout seul, et au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que vous êtes perdu, que vous n'avez soit trouvé personne ou pas les bons clients, pas les bons profils, et pas le temps de le faire. Juste dans la formation, c'est quoi les éléments, parce qu'on parlait des qualités d'un recruteur, c'est quoi les qualités d'un recruteur ? Qu'est-ce qu'il faut ? Parce qu'on parlait de passion, on parlait d'empathie, on parlait aussi d'écoute. C'est quoi les meilleurs recruteurs que vous sortez de votre école ? Pour moi, il y a deux grandes facettes au métier de recruteur et sur 2 points sur lesquels il faut exceller. C'est l'attraction et l'évaluation. C'est-à-dire, d'un côté, avoir cette capacité à trouver les candidats,
les engager, leur donner envie de rejoindre une entreprise. Au sens de la motivation. Vraiment de se dire, d'avoir la compréhension de qu'est-ce que la personne va rechercher aujourd'hui dans son évolution de carrière, qu'est-ce qu'elle va vouloir obtenir en rejoignant une entreprise et arriver à faire matcher ses attentes avec ce qu'une entreprise peut apporter à cette personne et donc faire vraiment le lien entre les deux. Donc c'est à la fois cette capacité à rechercher, identifier, engager. Donc c'est les qualités quoi, de curiosité, il y a plein de choses. On peut parler presque de travail de détective. C'est ça. Cette idée d'aller identifier au sein des entreprises des personnes qui pourraient être susceptibles de rejoindre. Donc LinkedIn par exemple pour voir les profils intéressants qu'on pourrait même débaucher puisqu'il est question aussi de ça, d'aller chercher quelqu'un. On parlait d'empathie tout à l'heure, c'est extrêmement important cette capacité à se mettre à la place de la personne qui est en face de nous pour comprendre ses attentes. Je ne veux pas qu'on se quitte, il reste un petit peu de temps, mais j'ai le sentiment que les recruteurs aujourd'hui, avec le télétravail, avec le fait que les entreprises mettent ou ne mettent pas dans leurs annonces postes télétravaillables. J'ai le sentiment aujourd'hui pour les recruteurs, le fait qu'on individualise chaque poste sur des besoins, sur des demandes, complique aussi votre métier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des salariés, des talents qui disent s'il n'y a pas de télétravail, je ne viens pas. Et puis vous avez des entreprises qui vous disent moi le télétravail, j'en veux pas. Vous l'avez ça, vous le vivez, non? Franchement, c'est devenu une minorité aujourd'hui. Ouais, je rejoins Arnaud. Sur les entreprises qui disent qu'il n'y a pas de télétravail, c'est minoritaire. Ouais. De toute façon, on est dans une situation exceptionnelle qui perdure, il y est, et pour l'instant, on n'en voit pas la sortie. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Et les candidats, oui, montrent de plus en plus des aspirations à avoir des accords de télétravail, un jour, 2 jours. Mais quand vous faites des études, on en a vu tous passer à droite et à gauche sur différents supports, les gens, ils expriment un souhait de 2-3 jours maximum de télétravail. C'est l'hybride. Hein. Mais jamais plus. Jamais plus. Vous êtes d'accord, c'est la même chose totalement, et on l'a vécu même en interne. Avant Covid, on avait quand même des enquêtes, des études Glint de satisfaction de nos employés qui nous disaient le télétravail, c'est un sujet pour nous. A contrario, 1 an après, on se rend compte que finalement, revenir au travail, c'est quand même bien. Ouais, bien sûr. Donc les choses se sont un petit peu minorées. Mais quand vous vous présentez dans les dîners en ville, il n'y en a plus, mais enfin bon, peut-être des dîners secrets, pour faire une vilaine blague. Quand vous dites je suis recruteur, comment ça se passe? Comment on vous regarde? Parce qu'il y a un malentendu pour ceux qui sont dans le grand public, se disent mais recruteur c'est DRH. Et vous dites non, moi je suis cabinet de recrutement. Enfin, comment vous vous présentez? Parce que ça crée un malentendu? Il y a ça, et il y a aussi parfois le titre pompeux, vous êtes chasseur de tête. Ouais. C'est ça, chasseur de tête. Ça, c'est toujours d'actu. Non, j'en reviens à ce que je disais en préambule. Détective privé, on l'a entendu. Aussi, j'en reviens en préambule sur ce qu'on disait au départ, sur le métier passion, c'est faire à un moment le match entre une ambition d'une entreprise et une ambition d'un candidat. Et c'est vraiment ça. Alban, c'est vrai que moi je sais pas, je serais recruteur, parce que je trouve ça assez intéressant votre métier, c'est-à-dire qu'il faut accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la porte du DRH. Ouais. Il y a le moment où on est dans la... Et après, on est dans l'alcôve, hein, et puis on attend avec ce garçon ou cette dame qui est un peu tendu. Il y a un travail de psychologie, de préparation, coaching, j'imagine quand même. Vous avez le bon candidat, mais vous savez qu'elle est un peu fragile, quoi, qu'elle est un peu timide. Oui, absolument. On l'accompagne et c'est extrêmement important. Arnaud parlait tout à l'heure effectivement de la partie Teams visuelle. Après, il y a le physique. Quand on présente, nous, nos candidats effectivement à nos clients, on est présent dans le Teams, on introduit notre candidat. On a checké beaucoup d'informations en amont et puis on prend le feedback après avec notre client aussi. Et c'est majoritairement là qu'est la valeur ajoutée de notre métier, entre autres. Vous êtes là physiquement. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est pas pour jouer le rôle de l'avocat, mais c'est un peu comme l'avocat qui avec son client peut de temps en temps rectifier. Non, mais là, elle se trompe, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Vous le faites ou vous restez totalement neutre? On est à la fois, on est un double avocat. Arnaud, bah oui, c'est ce que je voulais vous dire. On est avocat de son client et avocat de son candidat. Donc encore une fois, moi je ne vois pas la logique avocat, je vois vraiment la logique ambassadeur. Et encore une fois, faire se réunir une motivation candidat et un besoin, une réflexion client. La candidate a plus ou moins raté son entretien oral, pas pour des questions liées à sa personnalité, à ses soft skills, à sa timidité. Derrière, vous repassez sur l'entreprise en disant... Prenez bien le temps de réfléchir, c'est la bonne, je vous le dis. Elle a les soft skills qui vont bien. Comment ça se passe, ça, cette espèce de relation secrète? Dans un processus de recrutement, vous avez toujours le suivi, l'accompagnement client et candidat, débrief. Donc là, il y a un débrief. Bien sûr. Mais vous réussissez à sauver les bretelles de votre candidate ou pas? Tout dépend si on est convaincu, mais en majorité, évidemment, on l'est. Il faut mettre ses tripes sur la table. Et effectivement, et ça va nous permettre d'aller sur différents biais. Un entretien, c'est pas facile. Non, c'est dur. Effectivement, le candidat met ses tripes sur la table aussi. Donc, on va essayer effectivement d'aller donner un autre spectre du candidat, notamment par de la prise de référence. Donc, dire, moi, j'ai appelé l'ancien employeur. Voilà comment on m'a parlé de Coralie. Et ce que vous avez dénoté en entretien,
Si vous avez un doute, revoyez-la un quart d'heure, faites-la voir par parce que moi, je ne l'ai pas vu comme ça, parce que vous apportez aussi votre écoute. Dimension conseil. Ouais, ça, c'est le conseil. Ouais. Juste un mot, parce que je vais leur poser la même question, mais ils vont où, tous ces jeunes alternants? Ils sont où, ces jeunes alternants qui font une formation à l'école du recrutement? Ils vont dans tout type de structure, que ce soit des entreprises finales, donc vraiment des banques, des startups, ça peut être... Pour s'occuper du recrutement. C'est quoi les titres qu'on a quand on est recruteur? Parce qu'on est recruteur, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de titres. Il y a énormément de titres. Recruteur, on parle talent, compétences. Talent acquisition, c'est ça. Qui est le dernier terme le plus à la mode. Le plus à la mode, mais c'est moche, on va d'ailleurs. parler de sourceurs aussi pour les personnes qui sont spécialisé dans la recherche, l'identification de candidats. Il y a une multitude de facettes du métier à l'intérieur du recrutement qu'on va retrouver aujourd'hui. Et donc oui, on a à la fois des étudiants qui vont travailler dans des entreprises plus ou moins grandes, des cabinets de recrutement, aussi des ESN. Enfin, il y a besoin de recruteurs et d'expertise de recrutement partout. Aujourd'hui, le sujet du recrutement est de plus en plus mis sur le devant de la scène au sein des entreprises. Et il y a une réflexion autant sur l'internalisation que sur l'externalisation. Je m'autorise quand même, vous avez commencé le débat en disant pour recruter un expert comptable, il faut quand même connaître un tout petit peu l'expertise comptable. C'est un vrai sujet qui vous est posé parce que vos candidats et vos élèves sont des généralistes. Quand on recrute sur des machines-outils, quand on recrute sur des process informatiques de tech, ils n'ont pas forcément les compétences. Je pense qu'il y a deux méthodes. En fait, on peut prendre des experts métiers et en faire des recruteurs, et on peut prendre des personnes qui n'ont pas une expertise spécifique, et leur apporter... en faire des recruteurs et ensuite leur apporter une expertise technique. Ça marche dans les deux Aujourd'hui, sens. on a des étudiants qui travaillent dans tous les secteurs et c'est un de leurs enjeux au quotidien de se dire est-ce que je passe du temps avec mes opérationnels pour comprendre leur métier plutôt que de me dire j'arrive dans une entreprise et j'ai besoin d'obtenir l'expertise du recrutement. Et l'expertise technique, elle est souvent en entreprise validée aussi par l'opérationnel ou le futur manager. Juste avant de nous quitter, parce que j'avais une question, mais on n'aura pas le temps, le marché de l'emploi, parce que vous êtes en prise directe avec ces entreprises, vraiment implémentées, connectées, on en est où là, au moment où on se parle, en avril 2021? Il se porte bien, il est atone, chacun votre tour. Écoutez, vu de notre fenêtre, effectivement, il y a le marché de l'intérim, il y a le marché du recrutement direct en CDI qui est déjà différent. Le marché en recrutement CDI direct, clairement, n'a pas connu d'une certaine manière la crise et a continué à recruter de manière assez accrue parce que des emplois stratégiques, etc. Dans la tech notamment Dans la tech, dans le digital, mais dans la compta finance, dans la paye, mais sur des métiers par contre qui faisaient que l'entreprise devait continuer à tourner. Le squelette de l'entreprise. C'est ça. Du recouvrement parce que vous avez besoin de trésorerie. Et là, il n'y a pas le choix, bien sûr. Donc ça, et puis le marché de l'intérim qui effectivement, lui, a été arrêté de manière plus nette et plus brutale il y a brutalement, un an, et qui repart. Ouais, absolument. Et de trimestre en trimestre, effectivement, on voit des évolutions positives. Arnaud, l'économie se porte pas si mal parce qu'il y a vraiment un débat là de grand public, d'inquiétude des Français. Et quand on parle avec les acteurs du métier, ils nous disent mais les entreprises continuent à recruter, il y a du flux, il y a même des besoins qui ne sont pas pourvus. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre dynamique, elle est à rebours du climat anxiogène général. C'est bien de l'entendre. Il ne faut pas oublier qu'avant mars 2020, le taux de chômage chez les cadres était à moins de 4%, on était presque en plein emploi. Oui, bien sûr. Alors on a eu un creux au deuxième trimestre 2020, mais depuis, il y a un redémarrage très clair. Et depuis le début de l'année 2021, il y a une dynamique très très forte et une vraie pénurie sur un certain nombre de métiers. Lesquels, par exemple, c'est quoi En immobilier, vous avez notamment, et aussi étonnant que ça puisse paraître, chez les promoteurs immobiliers, sur les métiers opérationnels, il y a une vraie difficulté à recruter aujourd'hui. Les métiers de la tech, sur certains sujets, on en a parlé. Promoteurs qui ont connu aussi un petit trou d'air aussi, c'est vrai, avec les élections municipales qui n'ont rien à voir avec la Covid, qui ont bloqué évidemment les chantiers, il faut le préciser. Donc les promoteurs, c'est un secteur où il y a... beaucoup de recrutement. Donc quand le bâtiment va, tout va. Ça veut dire que quand l'économie du bâtiment reprend, en général, l'économie... le placement de vos étudiants, ils sont déjà en alternance. Donc il faut qu'ils aient un employeur pour les secteurs dans lesquels, là, si on peut avoir une petite stat, si vous en avez. C'est ça. Aujourd'hui, sur les alternants qui travaillent avec nous, on a une partie d'entre eux qui poursuivent avec les entreprises avec lesquelles ils ont travaillé, en règle générale entre un tiers et la moitié jusqu'à présent, qui sont recrutés en CDI par la suite. Un point qui est intéressant sur cette dynamique de marché... Ce sera le dernier parce qu'on va déborder. Les entreprises recrutent
Mais il y a des recruteurs avec lesquels je travaille, avec lesquels j'échange sur les formations professionnelles, il y a une frilosité beaucoup plus importante de la part des candidats, justement sur cette incertitude globale, et de se dire, est-ce que j'ai envie de bouger ? Le problème est plus du côté candidat. Oui, Plus du côté candidat. C'est ça, c'est intéressant. L'activité économique est là, et les candidats sont plus frileux. Je ne prends pas de risque, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, et donc je reste là où je suis, même s'il y avait une opportunité, il y a du risque. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. Ouais, absolument. On fera une émission sur ce rapport-là un peu inversé. C'est plus aujourd'hui le recruteur ou l'entreprise, c'est le candidat qui essaie d'assurer la sécurité, sa sécurité. C'était un plaisir de partager ce débat avec vous. Merci Aurélien Boutodou, formateur à l'école du recrutement. On a bien compris la motivation, puis surtout cette alternance qui est quand même une très bonne formation, c'est-à-dire en alternance dans une entreprise et à l'école. Merci à Alban Prieto, directrice de la Défense et Saint-Denis, chez Robert Alf et Arnaud Montel. J'ai bien dit Montel ? Monteil. Monteil, vous voyez, parce qu'il y a, il y a Martine Montel et Martine Monteil. on dit Monteil, exact, qui était une grande, de la PJ. grande commissaire de police, en effet, patron de la PJ, du 36, directeur associé chez Robert Walters, responsable division immobilier, marketing commercial, ingénieur. C'est ça, hein, j'étais complet. Exactement. Merci d'être venu. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Là, ce sont des créatrices d'entreprises. Alors, ils n'ont pas de problème au niveau du recrutement parce qu'elles ont créé leur propre emploi. Elles développent vocation, si on le dit en anglais ou en américain. Elles vont nous en parler. C'est un nouveau média social à destination des 20-30 ans. Moi, je suis out d'entrée. Voilà notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. Tout le monde est sorti, très doucement, mais tout le monde est sorti. Et le principal, c'est d'accueillir Carla Abirad. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Alors, je disais que j'étais out, évidemment, parce que vous êtes la cofondatrice, vous êtes deux à avoir créé Vocation. On dit Vocation ? On dit Vocation. On ne dit même pas l'américain. On préfère en français. Votre histoire est intéressante, il faut nous la raconter. Vous allez nous raconter ce qu'est ce média social qui n'est pas que de l'Instagram. 9000 personnes vous suivent, 9000 abonnés, c'est ça ? Sur les réseaux sociaux, c'est ça. Oui. C'est un très très bon chiffre. Vous êtes jeune, le média social se destine aux jeunes de 20 à 30 ans. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez compris, j'étais évidemment out. Ça va sans dire. Votre histoire est intéressante. Deux copines qui font HEC. C'est ça. Et puis vous êtes dit quoi ? Parce que HEC, ça destine à des postes dans l'entreprise, corporate, dans la banque, dans la finance. Pourquoi avoir créé Vocation ? Alors déjà, petite précision, HEC, ça destine à beaucoup de postes dans la finance, en conseil, etc. Mais de plus en plus de personnes se tournent vers l'entrepreneuriat en sortant de cette école. Donc nous, en dernière année, donc après notre prépa, nos années très scolairement et classiquement à HEC, on a décidé de faire ce master-là d'entrepreneuriat. Donc déjà, c'est là qu'on s'est rencontrés, avec quand même une envie derrière de se dire... Dès le départ, dans la formation, vous dites on veut être entrepreneuse. Oui. Pas en première année, hein. Dernière année. Mais en dernière année, bien sûr. Là, on savait quand même que c'était quelque chose qui nous plaisait. C'est nos stages aussi qui nous ont permis de nous rendre compte de ça. Mais par contre, sur quel sujet et comment le faire, ça, on n'avait aucune idée de comment ça allait se passer. Vocation, ça naît comment ? Ça naît, j'imagine, de discussion, d'un travail que vous menez dans cette espèce de relation d'amitié et de partenariat. Comment ça naît ? C'est quoi l'idée ? Tout d'abord, en fait, ça naît d'une rencontre. Je pense que si j'avais pas rencontré Jasmine, du coup, qui est mon associée, Vocation n'existerait pas. Donc c'est ça la première pierre à l'édifice, on va dire. On s'est rencontrés toutes les deux en septembre 2019, du coup, dans notre master en dernière année. Et tout de suite, on a été... c'était un coup de foudre à la fois amical et professionnel au même moment. On se rendait compte que... On avait un peu la même vision de ce qu'on voulait faire en termes d'entrepreneuriat, justement. C'était quoi l'esprit ? C'était de donner de l'information sur des sujets qui ne sont pas des sujets jeunes, on va dire, c'est ça l'idée, le travail, le recrutement, on vient d'en parler, mais pour l'orienter sur un public 20-30 ans. Exactement. C'est ça. Ouais. On a toutes les deux 24 ans. Donc déjà, on se retrouve, on est pile dans la cible. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'en fait, c'était un constat qu'on partageait toutes les deux. C'est qu'on était en dernière année. Il fallait qu'on fasse des choix professionnels. Il fallait qu'on fasse nos premiers choix dans la vie active, premiers choix de job, etc. C'est pas rien. Voilà. C'est un choix qui est stressant. C'est un choix qui est compliqué. Et c'est un choix qui est obscur, parce que quand on est en dernière année, peu importe l'école, peu importe la formation, c'est vrai. Le monde professionnel, c'est un monde qui est ésotérique, c'est un monde qui est obscur, qu'on comprend pas. Et c'est le monde des vieux, quoi. C'est le monde des grands. Oui, c'est un monde, en fait, à part nos stages, on a peu d'entrée dans ce monde-là, et il y a des codes très précis qu'on comprend pas. Donc nous, en fait, notre but, c'était de nous dire, on va commencer à aller comprendre ce qui se passe là-dedans en interrogeant des professionnels. Et justement, on parlait d'un sujet, les réseaux sociaux. Ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde les
les questions d'orientation et les questions de travail sont très peu abordées sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et on ne comprenait pas pourquoi il fallait à chaque fois avoir LinkedIn pour le pro et Instagram pour le perso, la mode, etc. Oui, parce que ce qui est intéressant, et c'est pour ça que vous êtes suivi aussi par cette communauté, c'est que vous mettez du professionnel, de la technique. C'est fun, il faut préciser que c'est pas gnangnan. Ça reste aussi quand même très, très, très sympa. Mais des sujets qui ne sont pas traités sur Insta et que vous faites rentrer dans Insta. C'est ça. Parce que Insta, c'est la vie quotidienne. Insta, c'est un média que les étudiants, les jeunes diplômés utilisent quotidiennement. Quand je dis collaboratif, il y a Insta. Il ne faut pas oublier que vous avez aussi une newsletter parce qu'il y a quand même du contenu informatif. Ça, c'est important. Il faut quand même travailler sur le contenu. Et c'est collaboratif. C'est ça. Qu'est-ce qu'on vous renvoie ? Qu'est-ce que la communauté vous dit ? Parce que dans votre communiqué de presse, il est dit que c'est la communauté qui vous pousse à aller encore plus loin. Mais pourquoi vous allez plus loin et sur quel sujet vous allez plus loin ? Alors, quand on a créé Vocation, à la base, comme je vous le disais, le but c'était de dire on va décrypter l'obscurité de ce monde professionnel. Donc, on a commencé en faisant des podcasts, en allant interviewer des professionnels sur qu'est-ce que c'est ton métier, comment tu vis le monde de l'entreprise, quel est ton retour d'expérience. Et petit à petit, en faisant ça, on a quand même questionné notre communauté sur Instagram en lui disant qu'est-ce que vous pensez de ces podcasts ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Et on a compris que au-delà du sujet de l'information et de ramener de l'information, il y avait aussi d'autres sujets que notre communauté voulait qu'on couvre. Et c'est ça, en fait, qui nous a permis d'orienter le contenu qu'on créait. Et d'au lieu de faire que du contenu informatif, aussi faire du contenu beaucoup plus inspirationnel, aller vraiment questionner la façon dont on travaille, présenter des nouvelles façons de travailler, plus parler du freelancing, de la voie d'indépendant, et ne pas se cantonner au CDI, au parcours assez classique qu'on avait l'habitude de présenter. À la fiche métier en image. Vous allez beaucoup plus loin, évidemment. Quand on a 24 ans et qu'on crée son entreprise, qu'on est entrepreneuse, avec Jasmine, il ne faut pas l'oublier. Oui. C'est quoi l'avenir là ? Parce que ça y est, vous êtes sorti, vous êtes rentré dans l'obscurité. Oui. C'est plus clair maintenant pour vous ? On est rentré dans l'obscurité, mais c'est nous qui avons créé, on va dire. Et vous avez allumé des bougies, quoi. C'est ça, parce que c'est nous qui avons créé notre propre voie. Ouais. Ça, c'est valorisant ? C'est hyper valorisant. C'est ce qui nous permet de parler de ce que nous-mêmes on a créé, d'être invité par exemple ici aujourd'hui. Je pense que quand on est dans un parcours plus classique de CDI, il y a moins intérêt, on va dire. Les objectifs, c'est quoi avant de nous quitter, Carla ? Oui. Jasmine qui doit vous regarder, j'imagine. Oui. C'est quoi les objectifs à terme ? C'est de faire grossir, c'est de trouver un budget. Il faut quand même en vivre. Vous en vivez de Vocation ? Alors, on gagne de l'argent grâce à certaines entreprises qui nous inspirent, avec lesquelles on travaille. En revanche, aujourd'hui, on a décidé de réinvestir tout l'argent qu'on gagne sur Vocation dans Vocation. Et on travaille à côté, on fait un peu de freelance, ce qui nous permet de vivre nous. D'ailleurs, c'est quelque chose juste que je veux préciser pour les étudiants qui veulent entreprendre. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Et on n'a pas besoin d'avoir un business model qui tourne dès le premier jour. Un peu slasher, c'est-à-dire que l'un équilibrant l'autre pour développer Vocation, qui est votre passion. C'est ça. L'objectif final, parce que quand on rêve d'un projet, on le fait aller jusqu'au bout, on le fait aller sur la Lune. C'est quoi l'aboutissement final de Vocation ? C'est vraiment de devenir le média de référence de la nouvelle génération sur ces questions carrière, pour pouvoir donner à cette nouvelle génération, justement, les cartes en main pour se questionner et pour faire les bons choix professionnels. Bravo Carla Abirad, on salue Jasmine parce que vous êtes embarquée sur ce bateau avec vos bougies ou vos briquets pour éclairer cette obscurité qui est espèce de grande cave du monde du recrutement et du travail. Vocation qui se destine à devenir le premier média, parce que c'est votre objectif et je vous le souhaite, premier média justement pour éclairer les jeunes qui sortent d'école, les plus prestigieuses ou les moins prestigieuses, pour les faire avancer dans la lumière. Merci Carla d'être venue sur le plateau nous parler de votre projet, de votre bébé en quelque sorte. C'est la fin de l'émission. On termine par cette petite note pleine d'énergie et de vie. Lorsqu'on crée une entreprise, c'est évidemment comme ça quelque chose de très important. Je remercie évidemment toute l'équipe, notre réalisateur Fanny Griesmer, que je n'oublie pas, bien sûr Pauline Gratel, Valentin Accueil invité. Je remercie Héloïse Merlin au son, et je vous remercie vous qui nous regardez et qui êtes fidèles à notre émission. C'est un plaisir chaque jour. Je serai là évidemment demain. Portez-vous bien. Bye bye.